Vous êtes sur RTL. Je chercherai jusqu'à la fin de ma vie. C'est ce que j'avais dit à la fin du procès et je le ferai. Je préférerais savoir qu'il est mort que de ne pas savoir. Ne pas savoir, c'est épouvantable. Bonsoir, très heureux de vous retrouver au rendez-vous de l'heure du crime où nous allons revenir ce soir sur une saga criminelle qui, en dépit des années, n'a jamais livré tous ses secrets et recèle encore et toujours de possibles surprises. L'affaire, ou plutôt les affaires Jean-Louis Turquin, du nom de ce vétérinaire niçois qui a défrayé la chronique il y a presque 30 ans. En 1991, il est accusé d'avoir assassiné son fils de 7 ans, Charles-Édouard, dont le corps ne sera jamais retrouvé. Une condamnation à 20 ans de prison. En janvier 2017, c'est Jean-Louis Turquin qui sera tué à son tour aux Antilles, abattu par un meurtrier jamais identifié, comme si une malédiction entourait cet homme accusé et victime à la fois, pris dans un engrenage criminel qui aura bouleversé sa vie et celle de toutes les personnes qu'il a pu croiser. Aucun fil rouge n'a été établi entre la disparition de Charles-Édouard et la fin violente du docteur Turquin, tué une balle dans le dos. Vengeance longuement ressassée ou tragique concours de circonstances, nous allons essayer de le savoir dans l'heure du crime. Dossier que nous rouvrons ce soir car juste avant l'été, la deuxième épouse de Jean-Louis Turquin, longtemps soupçonnée d'avoir tué son mari, a bénéficié d'un non-lieu, décision judiciaire qui laisse désormais ce dossier sans réponse. Une disparition non résolue, celle de son fils, sa propre mort dont personne ne sait qui l'a fomentée. Jean-Louis Turquin reste à ce jour une double énigme criminelle. Le vétérinaire ne parlera plus, mais son dossier n'en est pas pour autant refermé et pourrait apporter, un jour ou l'autre, de nouvelles révélations, de nouvelles pistes, tant le secret qui entoure le personnage reste épais et presque insondable. La malédiction Turquin, double enquête pour un mystère, RTL, l'heure du crime. On se retrouve tout de suite. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Heure du crime avec ce soir l'affaire Turquin, un nom à jamais associé à la chronique criminelle, un sombre enchaînement de violences qui débute en 1991 dans les Hauts de Nice. Ce 21 mars 1991, à 7h15 du matin, le docteur Jean-Louis Turquin appelle le commissariat central de Nice. La voix est posée, mais empreinte d'inquiétude. Ce vétérinaire renommé signale la disparition de son fils, Charles-Édouard, qui dans 2 semaines allait fêter ses 8 ans. Turquin explique que quand il a ouvert les yeux, il s'est aperçu que son fils, qui dort dans la même chambre que lui, n'était plus là. Un lit vide. Il pense alors que le petit garçon, pour une raison qui lui échappe, a descendu l'escalier, traversé le jardin et s'est évanoui en pyjama dans ce quartier tranquille de Guéraud. Jean-Louis Turquin est séparé de son épouse. Il vit seul avec son fils à la Bastide Haute, une imposante maison de style provençal. C'est un homme qui n'a jamais fait parler de lui. Les enquêteurs sont pour le moins intrigués par cette disparition. Ils ne croient guère à la thèse d'une fugue et encore moins à celle d'un enlèvement. Personne, aucun témoin n'a aperçu un petit garçon en pyjama, déambulant seul dans le quartier ou même accompagné d'un adulte. Les chiens policiers ne vont pas plus loin que le jardin. Les soupçons se portent naturellement sur Jean-Louis Turquin, dernière personne à avoir vu Charles-Édouard vivant. Homme sûr de lui, autoritaire, peu bavard, qui n'affiche pas ses émotions, encore moins un quelconque désarroi. Une situation familiale compliquée renforce encore les doutes. Turquin est récemment séparé de sa femme Michel, elle aussi vétérinaire. Elle a quitté le domicile conjugal 1 mois avant la disparition. Turquin c'est qu'elle a des aventures avec d'autres hommes. Elle lui avait même fait savoir que son fils, avant la naissance de Charles-Édouard, n'était très certainement pas de lui. Elle lui avait proposé de se faire avorter, mais il avait refusé. Malgré l'insistance de Michel, Jean-Louis Turquin ne veut pas divorcer. Le vétérinaire a tout fait pour la retenir à la maison, lui proposant des plans plus ou moins saugrenus, comme cette réunion d'explications avec ses amants. Il lui a envoyé des courriers l'engageant à revenir. L'un d'eux intéresse de très près les enquêteurs. C'est une forme d'ultimatum fixé au 20 mars à minuit.
la veille de la disparition, sans toutefois faire état de menaces précises. Drôle de couple que celui de Jean-Louis et Michel Turquin. Les experts psychologues décriront un homme froid, rigide, dominé par l'ambition sociale. L'épouse sera présentée sous les traits d'une personnalité névrotique, vivant dans les fantasmes. Un couple qui pose plus de questions qu'il ne suscite de réponses, qui semble davantage naviguer dans la pénombre que dans la pleine lumière. Bonsoir, maître Olivier Maurice. Bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir dans l'heure du crime. Merci d'avoir accepté l'invitation de RTL. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous avez été l'avocat de Jean-Louis Turquin, puis celui de sa deuxième épouse, dont nous parlerons, mais un peu plus tard dans l'heure du crime. Jean-Louis Turquin, on vient de le rappeler, un profil atypique, on le dit lointain, autoritaire, pas vraiment d'empathie pour les gens qui le croisent. Est-ce que tout cela, les enquêteurs le remarquent ? Écoutez, vous savez, moi je suis intervenu dans la défense de Jean-Louis Turquin très tard, après qu'il ait été jugé devant la cour d'assises, puisque c'était Jean-Marc Varro qui était son avocat historique. Donc j'ai connu Jean-Louis Turquin qui a toujours contesté le crime pour lequel il a été condamné et qui a toujours cherché, tant que je l'ai connu en vie, à retrouver son fils. C'est-à-dire qu'il a fait des démarches, il a essayé de demander à des enquêteurs de le retrouver, il a envisagé même d'engager des procédures de révision pour revoir, réexaminer sa condamnation, parce que il y avait des motifs probablement à cela. Alors, on en parlera et bien sûr, on viendra toujours demain et sur le fil de l'histoire. Ce que je veux dire par là, est-ce qu'il ne paye pas un petit peu sa froideur, Jean-Louis Turquin, cette réputation d'être un peu absent, etc., qui va d'ailleurs le poursuivre tout au long de son épopée judiciaire. Ce que l'on sait, mais encore une fois, je n'y étais pas, c'est que manifestement, lors de son procès, il passe mal. Il est mal passé auprès des enquêteurs. Il est passé comme étant extrêmement rigide, comme étant très strict, comme étant probablement une personne qui effectivement avait du mal à faire valoir des émotions, à communiquer. Et à communiquer. Maintenant, vous savez, lorsque on est jugé devant une cour d'assises, c'est rarement facile, bien sûr, je dirais, de passer de façon agréable devant des magistrats lorsque l'on est jugé. Alors on sent bien que y a cette histoire au tout début de l'affaire, cette histoire de couple qui va mal, ce couple qui est en train de se séparer. Est-ce qu'il vous avait parlé, vous, à l'époque, de ce premier couple qu'il formait avec son épouse et où les choses se passaient mal ? Non, ce sur quoi il insistait toujours, c'est la recherche de son fils. Il était dans l'obsession de retrouver son fils, et ça n'était pas quelqu'un qui dissimulait cela. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir en face de moi, pendant les années où je l'ai connu, quelqu'un qui jouait un rôle, qui essayait de me tromper sur des demandes qu'il pouvait formuler, afin effectivement non seulement de faire reconnaître son innocence, mais aussi de retrouver son fils. Son obsession, c'était que son fils était en vie et qu'il voulait un jour pouvoir le retrouver. Donc il disait sans arrêt qu'il voulait retrouver son fils, qu'il n'était pour rien dans cette affaire, et ce dès le début, on est d'accord ? Absolument. Et pourtant, c'est au cœur de ce couple singulier, même si ce père continue à se battre pour dire sa vérité, c'est au cœur de ce couple singulier, ce couple pas comme les autres, sans doute exalté, qu'une incroyable histoire va surgir, une vérité cachée et tabou qui va entraîner la perte de Jean-Louis Turquin et susciter l'un des plus sombres feuilletons de l'histoire judiciaire, un jeu en clair-obscur où il sera bien difficile de savoir qui est vraiment le vétérinaire de Nice, un menteur pervers ou un honnête homme dépassé par les événements. L'affaire Turquin, la malédiction d'un homme que personne ne va croire. L'heure du crime, à tout de suite sur RTL. 20h, 21h. L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Ce soir, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Jean-Louis Turquin, un homme qui va être accusé du meurtre de son fils et aura lui-même un destin tragique. Nous sommes à Nice, en 1991.
Au sujet de la disparition, ou plutôt de l'évaporation du petit Charles-Édouard Turquin le 21 mars 1991, les enquêteurs de la PJ niçoise optent plutôt pour un enlèvement familial. Les rapports entre les deux parents, les vétérinaires Jean-Louis et Michel Turquin, sont si complexes, si tendus, presque névrotiques, que l'un ou l'autre a sans doute soustrait l'enfant. Un scénario qui est à la faveur des policiers. Les jours passent et aucune trace de Charles-Édouard. Le vétérinaire, à ce moment-là, semble davantage préoccupé, selon les enquêteurs, par la survie de son couple avec Michel que par l'absence de son fils. Elle veut le quitter. Il est prêt à tout pour la retenir, quitte peut-être à raconter n'importe quoi pour retenir son attention. Le 25 avril, un mois pile après l'enlèvement de Charles-Édouard, Turquin avoue ainsi à son épouse que leur fils est détenu au Maroc. Il sera libéré si elle revient dans sa vie. On est alors en plein chantage affectif. Michel Turquin ne croit pas un mot de cette histoire rocambolesque. Le mari amoureux continue à faire d'étranges promesses à son épouse. Celle-ci, par exemple, si Michel accepte de revenir à la maison, ou tout au moins continue d'avoir des relations sexuelles avec lui, alors il dira tout sur Charles-Édouard. Le 27 avril, le couple passe une nuit ensemble, la première depuis des lustres. Michel raconte que Jean-Louis lui a alors fait des aveux incroyables. Il lui a raconté qu'il a tué leur fils et a enterré le corps à Lucéram, un village à flanc de montagne au-dessus de Nice. Il refuse de dire où il a dissimulé le corps car, précisera-t-il un autre jour, il n'a pas envie d'en prendre pour 20 ans de prison, bien sûr. Michel est abasourdi et va dès lors ne jamais cesser de vouloir en savoir plus. Elle questionne avec assiduité son époux, lequel apparemment se prête au jeu du moment qu'elle accepte de rester avec lui. Le 6 mai, Michel accepte à nouveau de coucher avec Jean-Louis. Elle a déjà fait part aux policiers de ses suspicions, mais cette fois, elle a tout prévu. Elle a emporté avec elle un petit magnétophone avec lequel elle va enregistrer cette conversation sur l'oreiller. Le vétérinaire parle et réitère les propos qu'il a déjà tenus. Oui, il a bien enlevé Charles-Édouard et il l'a tué. Dans ses propos, l'enfant est qualifié de parasite pour leur couple. L'épouse a piégé le mari. Elle est décidée à ce que la justice lance des poursuites et interroge le vétérinaire. Elle se rend donc dans le cabinet du juge d'instruction niçois François Brissot et lui raconte tout. Le 13 mai 1991, la PJ vient chercher le vétérinaire. Les choses ne traînent pas. Malgré ses dénégations, Jean-Louis Turquin, 41 ans, est inculpé d'assassinat et incarcéré, trahi par une cassette glissée dans un magnétophone. Maître Maurice, je reviens vers vous. Vous avez été donc l'avocat de Jean-Louis Turquin. Incroyable histoire, cette histoire de magnétophone et d'enregistrement. Je pense que dans la chronique criminelle, c'est assez rare pour être souligné. Pourquoi parle-t-il, selon vous, Jean-Louis Turquin? C'est un jeu de rôle. Il veut avoir des relations avec son épouse. Il veut la conquérir. Et pour pouvoir la conquérir, en fait, il lui dit ce qu'elle attend. Alors c'est très surprenant parce que, en plus, il faut bien comprendre en France que c'est la première fois qu'on utilise la notion de preuve déloyale. C'est-à-dire qu'enregistrer quelqu'un et produire ensuite cet enregistrement en justice, c'était interdit. Et c'est non seulement la première fois que cela sera accepté, mais ce que Jean-Louis Turquin contestera ensuite, et ce pourquoi il m'avait mandaté pour demander la révision, c'est qu'en réalité cet enregistrement, il a été effectué sur l'instigation des enquêteurs. C'est-à-dire que ce sont les enquêteurs qui ont donné cette idée à l'épouse de pouvoir l'enregistrer. Et ça, voyez-vous, aujourd'hui, il est autorisé à quelqu'un de produire une preuve déloyale lorsque c'est une partie. Mais s'il agit sur l'instigation des enquêteurs, eh bien la jurisprudence de la Chambre criminelle a évolué et considère que cette preuve n'est pas recevable. C'est-à-dire qu'on ne peut rien en faire et que même il faut l'écarter complètement des débats. Et puis sur l'enregistrement, il y a un autre point qui est très important. C'est que vous savez que lorsqu'il y a des aveux, il faut essayer de voir si les aveux qui sont donnés, donc qui sont enregistrés, sont corroborés par des éléments matériels. Et tous les éléments matériels qui vont être donnés par Jean-Louis Turquin dans cet enregistrement
ne seront absolument pas vérifiés et étayés surtout par les enquêteurs et par le juge d'instruction lorsqu'on essayera de retrouver le corps, lorsqu'on essayera de retrouver un certain nombre d'indices qu'il avait donnés, de telle sorte que ce sont des aveux qui sont donnés et qui, en quelque sorte, justifient la position de Jean-Louis Turquin de dire « j'ai joué un rôle, mais en réalité, je ne donne aucune information précise et étayée, ce qui démontre bien que je ne dis pas la vérité. » Je ne dis pas la vérité et je dis n'importe quoi et finalement je suis prêt à tout pour pouvoir garder mon épouse. C'est bien ça, c'est ce qui le fait. C'est un jeu de rôle. Alors, il faut comprendre aussi ce jeu de rôle par rapport à la personnalité du couple. C'est effectivement un couple qui exerce, dans le cadre de leur communication, un jeu pervers et l'un et l'autre. Et ce jeu pervers va les conduire à ces aveux qu'il contestera ensuite farouchement. Et il va évidemment regretter ses paroles amèrement. Il va, effectivement, c'est quelque chose qui va le poursuivre. Jamais il n'a pensé ce qu'il disait. C'est ce qu'il vous a confié. Je crois que très objectivement, sans ces aveux, il n'y a pas de condamnation de Jean-Louis Turquin. Et il faut vous rappeler qu'à l'époque, tout de même, lorsque Jean-Louis Turquin a été condamné, il n'y avait pas de possibilité de faire appel d'une condamnation. Oui. Il n'y a eu qu'une seule procédure devant la cour d'assises. Il n'y a pas eu d'appel puisque ça n'était pas possible. Et c'est ensuite la raison pour laquelle Jean-Louis Turquin a voulu effectuer un certain nombre de procédures pour faire reconnaître son innocence, notamment sur cette notion de preuve déloyale. À aucun moment, maître, il a pensé aux conséquences, ce que ça pourrait provoquer comme séisme. Vous savez, encore une fois, à l'époque, je n'étais pas son avocat, donc je ne peux pas. Vous en parlez, vous l'avez senti comme ça. Non, ce que j'ai senti lorsqu'il est venu me voir, c'est un homme déterminé à faire reconnaître son innocence parce que il était convaincu que son fils était encore en vie. Et il a été convaincu jusqu'au bout. Et vous savez, la justice aussi, d'une certaine manière, était elle-même inconsciemment convaincue, puisque Charles-Édouard n'a jamais été déclaré comme étant décédé à l'état civil. C'est-à-dire que jusqu'à la mort de Jean-Louis Turquin, eh bien Charles-Édouard était encore en vie à l'état civil. Et considéré comme vivant. Alors vous le disiez, maître, des fouilles vont être décidées aux alentours du village de Lucéram, là où Jean-Louis Turquin avait ses habitudes et venait parfois se promener. Mais elles ne donnent rien, aucun indice, aucun témoignage ne mène au petit Charles-Édouard. Le vétérinaire clame son innocence, parle d'une méprise. Si son fils est quelque part, répète-t-il, c'est en Israël, il en est sûr, et il ne va jamais en démordre. L'heure du crime, l'affaire Jean-Louis Turquin, un accusé devenu victime. On se retrouve dans un instant sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ce soir, retour sur le dossier Jean-Louis Turquin. Ce vétérinaire est accusé de l'assassinat de son fils Charles-Édouard. Il va bientôt comparaître aux assises pour un crime sans cadavre, mais après avoir fait de troublantes confidences à son épouse. Ce 14 février 1992, après 9 mois passés en détention provisoire, le vétérinaire Jean-Louis Turquin est remis en liberté dans l'attente de son procès. Le juge a estimé que cet homme, pourtant accusé du pire des crimes, un infanticide, l'assassinat de son propre enfant, que cet homme ne risque pas de prendre la fuite. Le procès devant les assises des Alpes-Maritimes, prévu en 1994, est repoussé à plusieurs reprises, renvoyé sans cesse aux calendes grecques. Pendant 5 ans, le docteur Turquin va ainsi avoir tout loisir de peaufiner sa ligne de défense. Il n'a ni enlevé ni tué son fils Charles-Édouard. Les aveux qu'il a faits à son épouse, il les a faits par provocation, dans le but de garder avec lui sa femme Michel et de retenir son attention. Une sorte de jeu de rôle, a-t-il répété devant le magistrat instructeur, un jeu destiné à raconter à son épouse ce qu'elle avait envie d'entendre dans le but de la reconquérir. Jean-Louis Turquin lance des recherches en Israël. Il explique que son épouse a mis là-bas à l'abri, sans doute dans un kibbutz, leur fils Charles-Édouard. Il embauche pour cela un détective privé. Turquin appuie sa conviction sur le fait, il le sait parfaitement, que le vrai père de l'enfant est un juif américain d'origine tchèque
et que ce dernier a peut-être joué un rôle dans ce départ clandestin vers Israël. Ce père biologique est effectivement l'un des amants de son épouse, Moïse Ber Edelstein, un séducteur dans l'âme, ancien danseur à l'Opéra de Nice. Le 24 décembre 1993, Moïse Ber Edelstein sera retrouvé mort, noyé près du vieux port de Nice, retrouvé immergé, vêtu de cuissardes de pêcheur à la ligne. Une mort étrange, déclarée accidentelle, mais qui ajoutera un voile supplémentaire de mystère à l'énigme Turquin. 7 ans après la disparition de Charles-Édouard Turquin, Jean-Louis Turquin fait son entrée au palais de justice de Nice. Il est accusé d'assassinat et d'avoir fait disparaître le corps de son fils. Le procès va durer du 17 au 21 mars 1997. Tout repose en fait sur le fameux enregistrement des aveux faits par Turquin à sa femme. Une cassette audio en grande partie inaudible. Même l'avocat général, qui va être pourtant très sévère envers Jean-Louis Turquin, avertit les jurés qu'ils auront à juger selon leur intime conviction. Maître Olivier Maurice, on s'arrête avec vous un instant sur ce procès. À l'époque, ce sont vos confrères, Maître Jean-Marc Varro et Maître Jacques Perrat, qui sont à la manœuvre dans ce procès. Maître Varro va dire « Le doute doit bénéficier à l'accusé quand l'évidence du crime n'est pas au rendez-vous judiciaire ». On est bien d'accord, mais quand on entend l'avocat général demander aux jurés directement, ce qui est aussi assez rare, de juger selon leur intime conviction, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une formule quand même qui est liée à la rédaction du Code de procédure pénale, qui invite aussi les jurés à se forger une intime conviction pour pouvoir entrer ou non en voie de condamnation. Donc ce que cela démontre tout de même à l'époque, c'est que cet enregistrement qui est le principal élément de l'accusation, était perçu par les avocats de la défense de Jean-Louis Turquin, tout de même comme un élément susceptible d'être fragilisé, non seulement par rapport aux conditions dans lesquelles il avait été recueilli, mais aussi, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, parce que il y a des informations contenues dans ces aveux qui n'ont ensuite jamais été recoupées. Or, vous savez qu'on a vu dans un certain nombre de procédures criminelles très importantes, des personnes faire des aveux très détaillés, et puis on s'est aperçu ensuite que la justice n'avait pas suffisamment vérifié les éléments matériels, et ces personnes ont été ensuite jugées comme étant innocents alors qu'elles avaient été condamnées. Donc aujourd'hui on a une expérience qui est un peu plus nourrie sur le fait et la nécessité de vérifier le contenu d'aveux. Là, ce qui a été très troublant et très déterminant, même si je n'y étais pas, mais on me l'a raconté, c'est d'entendre un peu cet enregistrement, d'entendre ce cacatoès derrière en train de se manifester après des ébats, et on avait véritablement l'impression de participer à quelque chose qui était assez inédit. La preuve en est, encore une fois, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que c'était la première fois qu'on produisait une preuve déloyale, et manifestement, la façon dont Jean-Louis Turquin a aussi réagi devant la cour et les jurés face à cet enregistrement n'a pas convaincu. C'est-à-dire qu'il a été... Je pense qu'il a été très rigide, très fermé, parce que c'est sa psychologie. Ça n'est pas un homme qui était spontanément ouvert, c'est un homme qui était accusé, c'est un homme qui devait justifier de sa position dans une formulation d'un jeu de rôle pour conquérir son épouse. Ce n'était pas non plus quelque chose d'aisé à comprendre et à accepter. Et même au cours de ce procès, malgré sa maladresse et sa rigidité, Jean-Louis Turquin ne va cesser de clamer son innocence. Moi, personnellement, je n'ai aucune nouvelle. À chaque fois que je téléphone à la brigade des mineurs, ils me disent qu'ils n'ont aucune nouvelle. Je suis persuadé qu'ils sont toujours sur la thèse de l'enlèvement familial, et moi, je me demande de plus en plus si c'est pas autre chose, parce que ça paraît tellement improbable maintenant que, en réfléchissant,
Je pense que c'est une fugue qui s'est probablement mal terminée. J'en ai vraiment l'impression, hein. Parce que je ne vois pas ma femme, je ne vois pas mes beaux-parents cacher cet enfant, c'est pas possible. À quoi ça aurait pu leur servir? À quoi ça aurait pu leur servir, et puis à quoi ça aurait pu me servir, moi, Jean-Louis Turquin, de faire disparaître mon fils? Malgré ses dénégations, le 21 mars, Jean-Louis Turquin est condamné à 20 ans de prison. Lui, qui n'avait pas bronché tout au long des audiences, presque raide sur le banc des accusés, fléchi. À ce moment-là, son dos s'arrondit. Un gendarme vient même le soutenir de peur qu'il ne s'évanouisse. Avant la délibération du jury, le vétérinaire avait pris une dernière fois la parole, assurant qu'il aimait Charles-Édouard et déclarant « Tant que Dieu me prêtera vie, je chercherai et un jour, j'espère, je retrouverai mon fils. » L'affaire Turquin, ce soir dans l'heure du crime, une histoire loin, très loin d'être terminée. À tout de suite sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Le dossier Jean-Louis Turquin, ce soir dans l'heure du crime, condamné à 20 ans de réclusion pour l'assassinat de son fils, qu'il nie. Le vétérinaire a promis qu'il serait un jour innocenté et surtout qu'il retrouverait Charles-Édouard, au bout du monde s'il le faut. Après 9 ans de détention, le 11 juillet 2006, Jean-Louis Turquin est remis en liberté conditionnelle par le tribunal de Bastia. Il est alors âgé de 55 ans, mais à la sortie de prison, il n'a rien perdu de sa détermination, ni de ses convictions. Je suis heureux de sortir, mais je vous dis, j'ai encore quelque chose à faire, parce que ne pas savoir, c'est ce qu'il y a de plus pénible pour moi, et je veux savoir. J'ai donc encore beaucoup de travail à faire. Bien sûr qu'il y aura révision de mon procès. Dans combien de temps, j'en sais rien, ça ne dépend pas de moi, mais je ferai tout pour essayer d'apporter des éléments nouveaux. Toutes les pistes sont possibles et sont envisageables. Je n'ai pas de pistes privilégiées, mais je veux les mener jusqu'au bout. C'est pour moi le plus important, parce que, vous savez, pour un père, rester dans l'incertitude depuis 15 ans, c'est vraiment difficile. Bien sûr, maintenant j'ai une nouvelle famille, j'ai une femme, j'ai des enfants, mais n'empêche qu'il reste ça. Et c'est vraiment impossible à vivre. Donc je vous dis, je chercherai jusqu'à la fin de ma vie. C'est ce que j'avais dit à la fin du procès et je le ferai. Je préférerais savoir qu'il est mort que de ne pas savoir. Ne pas savoir, c'est épouvantable. Lors de son séjour au Baumettes à Marseille, Jean-Louis Turquin a tissé une relation au début épistolaire et puis au parloir avec Nadine, une professeure de fitness. Celle-ci est convaincue que le vétérinaire a été injustement condamné. Une erreur judiciaire. Elle raconte que, par compassion, elle voulait offrir une seconde naissance à cet homme qui avait tout perdu. Elle ajoute « Je crois toujours en son innocence car dans son dossier, il n'y avait ni preuve, ni mobile, ni cadavre. » En juin 2000, Jean-Louis épouse donc Nadine derrière les murs de la prison de Fresnes. Une fois libéré, le vétérinaire ouvre un cabinet à Arles. Nadine lui est totalement dévouée. Elle l'aide dans cette nouvelle vie professionnelle. Quand Jean-Louis Turquin décide d'aller s'installer sur l'île de Saint-Martin, dans la partie française de l'île, aux Antilles, son rêve de 30 ans, c'est tout naturellement que cette nouvelle épouse accepte de le suivre, même si elle doit s'éloigner de la métropole et de ses 3 enfants. J'aimais la force de caractère de Jean-Louis, et nous nous complétions si bien pour soigner les animaux, dit-elle. Maître Maurice, vous êtes aujourd'hui l'avocat de Nadine Turquin. À l'époque, les Turquin, un couple idéal, Jean-Louis Turquin refait sa vie, tout se passe bien. Enfin, si je puis dire. Oui, c'est une femme qui le comble, c'est une femme qui est très attachante, c'est une professeure de gymnastique, qui est cultivée et qui vient combler chez Jean-Louis Turquin un manque, d'autant qu'il a été détenu quand même pendant un certain nombre d'années. Donc c'est une rencontre qui se fait à la fois en prison, mais qui ensuite se concrétise dans la vie quotidienne et qui se passe assez correctement. On a entendu dans le son reportage RTL s'exprimer Jean-Louis Turquin, et il parle avec
presque de la passion, juste en sortant de prison, de cette volonté que son procès soit révisé. Ça va être une obsession dès lors. C'est ce qu'il m'avait demandé. Il m'avait demandé de tout faire pour obtenir la révision de son procès. Et nous n'avions pas encore déposé cette requête en révision, puisque nous attendions des éléments. Et d'ailleurs, ces éléments, notamment sur la preuve que ces enregistrements avaient été faits sur l'instigation des enquêteurs. Vous savez par exemple que vous êtes très nombreux à vous être intéressés sur l'affaire Turquin, et il y a eu beaucoup de reportages faits sur cette affaire. Et notamment, il y a des enquêteurs qui se sont exprimés et qui ont expliqué que c'est eux qui avaient été à l'origine... À la manœuvre. À la manœuvre. Et donc ça, c'était très intéressant, parce que ça démontrait bien que cette preuve avait été effectuée sur commande. Et compte tenu de l'évolution jurisprudentielle, nous avions des espoirs très importants pour faire considérer que cette preuve n'aurait pas dû être reçue et que dès lors, un nouveau procès était parfaitement envisageable. Ça, vous étiez en cours, c'était un travail que vous étiez en train de faire pour essayer d'avoir ce fameux procès en révision. Est-ce qu'à cette époque, lorsqu'il sort de prison, il a purgé sa peine, même si c'est une libération conditionnelle, est-ce qu'à l'époque, il est toujours hanté par la disparition de son fils? Est-ce qu'il continue d'en parler en permanence? Il est déterminé à retrouver son fils. C'est un homme que j'ai rencontré, et vous le voyez d'ailleurs lorsqu'il s'exprime à la sortie de la maison d'arrêt de Casabianda en Corse, puisque j'ai été l'assister pour obtenir sa remise en liberté à l'époque. Il est beaucoup plus détendu, beaucoup plus combatif, on le sent beaucoup plus libre dans sa parole, et il est assez convaincant dans ce qu'il dit. Il dit, voilà, je vais me battre jusqu'au bout, je veux retrouver mon fils, parce que la condamnation qui a été prononcée contre moi, elle est injuste. Alors, ce qu'il faut aussi regarder, c'est qu'il n'a pas cessé de se battre pour essayer de chercher et de faire reconnaître et admettre cette innocence. Et encore une fois, on n'a jamais retrouvé le corps de cet enfant. Et les aveux qui sont dans cet enregistrement, sur les éléments matériels, ne sont pas du tout corroborés. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai la conviction que Jean-Louis Turquin n'est absolument pas l'auteur du crime pour lequel il a été condamné. Et d'ailleurs, vous savez, la condamnation, le verdict, est assez ambigu. Parce que 20 ans de réclusion criminelle pour un père qui a tué son enfant, c'est très peu, puisqu'il encourait la réclusion criminelle à perpétuité. Ce que vous voulez dire, c'est que c'était soit la perpétuité, soit rien, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a une forme de jugement de Salomon. Il y a eu quelque chose qui s'est négocié à un moment donné. Pourquoi 20 ans? C'est quelque chose qui n'a pas grand sens. D'ailleurs, il est ressorti de prison au bout de 9 ans. C'est ça. Donc voilà, il s'est battu jusqu'au bout avec cette conviction. Il était déterminé à faire reconnaître son innocence. On se dit, maître, là, que s'il y avait eu à l'époque une procédure d'appel pour les assises, sans doute peut-être les choses se seraient passées autrement. C'est possible. En tout état de cause, il est très mal passé lors du procès qui a vu cette condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. Tout le monde le dit. Les observateurs l'ont exprimé. Et je crois qu'il a voulu ensuite se battre toute sa vie pour essayer de faire reconnaître son innocence. Jean-Louis Turquin, qui n'en a donc pas fini avec le fantôme de Charles-Édouard, qui au fil des années est devenu une obsession. À qui veut l'entendre, il certifie donc qu'il veut le retrouver. Un homme de plus en plus solitaire, de plus en plus secret, et que la tragédie va à nouveau rattraper. L'affaire Jean-Louis Turquin, ce soir dans l'heure du crime. Assassin machiavélique ou innocent, piégé par ses propres mensonges? A tout de suite dans l'heure du crime. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime, consacrée ce soir à l'affaire Jean-Louis Turquin. Nous sommes en 2017 aux Antilles. Le vétérinaire condamné à 20 ans plus tôt pour l'assassinat de son fils a refait sa vie jusqu'à ce que le malheur vienne à nouveau le chercher dans sa maison du bout du monde.
Ce vendredi 6 janvier 2017, vers 20h, Nadine Turquin quitte la maison du quartier tranquille de Mont-Vernon, sur l'île de Saint-Martin. Elle sort dîner avec 4 de ses amis dans un restaurant créole tout proche. Jean-Louis Turquin, son mari, depuis 17 ans, l'homme qu'elle a voulu sauver en l'épousant en prison, ne l'accompagne pas. Il a préféré rester seul dans la villa que le couple a finalement acquis en 2010. Il a 68 ans et l'un de ses genoux le fait terriblement souffrir. Il doit d'ailleurs se faire prochainement opérer. Il a donc décidé de se coucher tôt et pour être sûr de s'endormir a ingurgité 2 somnifères. 21h15, personne ne va entendre 2 coups de feu étouffés puis le démarrage d'une voiture garée devant la villa. Quand Nadine Turquin rentre chez elle autour de minuit et demi, elle s'aperçoit que le portail est resté entrouvert et que les lumières sont allumées. Elle hâte donc le pas. Dans la maison, les pièces ont été fouillées. Un poste de radio ancien a été éventré. Un petit couteau, un canif qu'elle ne connaît pas, est au sol près d'une fenêtre. La chambre du couple est ouverte. En entrant, Nadine a un mouvement de recul. Au sol, le corps de Jean-Louis, dos contre terre, dans une flaque de sang. Il tient un tesson de bouteille dans une main, une carafe qui se trouvait dans la cuisine. Sans doute a-t-il voulu faire face ainsi à son agresseur qui l'a abattu par balle. 2 étuis de cartouches 9 mm seront retrouvés par les gendarmes. Si la scène fait immédiatement penser à un cambriolage qui a mal tourné, le procureur de Pointe-à-Pitre, c'est le parquet compétent pour Saint-Martin, le procureur, au regard de la personnalité tourmentée de la victime, n'exclut pas, comme on dit, aucune piste. Mais la première qu'il retient, c'est celle des mauvaises relations au sein du couple Turquin. Celles-ci se sont dégradées, le vétérinaire devenant de plus en plus possessif et colérique, au point que Nadine a pris peur. Le 6 décembre 2016, elle a même déposé une main courante dans un commissariat lors d'un déplacement en métropole. « Je crains pour ma sécurité. Mon mari a 2 personnalités, l'une très cartésienne et une autre où il est totalement instable. » L'épouse veut divorcer et comme si l'histoire se répétait, comme avec sa première épouse, Turquin va lui signifier un ultimatum puis un pacte de vie commune, un mari de plus en plus solitaire et méfiant qui aurait fini par effrayer son épouse. Celle-ci est mise en examen et écrouée. Maître Maurice, vous êtes alors l'avocat de Nadine. Rien ne va plus dans ce couple. Ça se passe pas très bien. Nadine Turquin, votre cliente, nie immédiatement ce crime, évidemment. Mais si on l'accuse, c'est que les enquêteurs ont découvert sur ses doigts de la poudre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est elle qui a tiré? Alors d'abord, pour bien comprendre, je suis intervenu pour le compte de Nadine Turquin parce qu'elle s'est constituée partie civile lorsque son mari a été tué. C'est-à-dire qu'immédiatement, elle a voulu se manifester dans la procédure afin que l'on puisse rechercher les auteurs de ce qui semblait à l'évidence être un cambriolage. Et alors ce qui va se produire au mois d'avril, donc 2017, pratiquement 5 mois après l'assassinat de Jean-Louis Turquin, c'est un événement majeur, c'est-à-dire que au vu d'un rapport d'expertise scientifique qui a recherché l'existence de poudre à travers ce que l'on appelle des prélèvements de tamponnoirs sur les lieux du crime, on va retrouver 19 traces de résidus de poudre sur les mains de Madame Turquin. Et à partir de ce moment-là, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre va organiser et tenir une conférence de presse. Madame Turquin va être mise en examen et le discours qui va être annoncé va être le suivant. À partir de l'instant où on a retrouvé des traces de poudre sur les mains de Madame Turquin, c'est que soit c'est nécessairement elle qui a tiré, soit qu'elle était présente à côté du tireur, c'est-à-dire qu'elle était complice. Et alors là, voyez-vous, il s'est passé un combat judiciaire absolument incroyable, parce que nous avons considéré que le parquet était particulièrement partial dans sa communication, parce qu'en quelque sorte, elle était projetée devant l'opinion publique comme étant l'auteur de ce crime. Comme étant l'auteur. Alors qu'est-ce que vous avez démontré, maître? Alors, ce que nous avons démontré, c'est que nous avons demandé des expertises complémentaires sur la présence de ces traces de résidus de poudre, et puis surtout,
Un élément qui n'avait absolument pas été pris en considération ni par le procureur ni par le juge d'instruction, c'est-à-dire que on faisait la comparaison entre ces 19 traces de résidus de poudre qui étaient sur les mains de Madame Turquin et le fait que sur Monsieur Turquin, on n'en avait retrouvé qu'une. Donc on disait c'est nécessairement elle qui avait tiré. Sauf que on s'est aperçu que les prélèvements effectués sur le corps de Monsieur Jean-Louis Turquin l'avaient été 6 jours après la découverte de son corps, alors qu'il avait été autopsié, lavé, et que ça n'avait absolument aucune pertinence. Donc en quelque sorte, ce que nous avons démontré, c'est que cette expertise, elle n'avait aucune pertinence pour être un élément à charge contre Madame Turquin. C'est ce qu'on appelle une contamination, hein, c'est bien ça, maître. Oui, c'est une contamination, c'est-à-dire qu'elle est rentrée, elle a touché le corps de son mari, elle a touché différents objets, et donc il y a ce qu'on appelle un phénomène de contagion, de contamination, qui est connu, et d'ailleurs, qui a été relevé par les experts. Nadine Turquin va être remise en liberté, juin 2019, témoin assisté, non-lieu au printemps, là c'est tout récent. On ne sait toujours pas, maître, qui a tué Jean-Louis Turquin aujourd'hui? On ne sait pas qui a tué Jean-Louis Turquin parce que je pense que la piste qui était privilégiée tout au début, qui était la piste d'un cambriolage, est la piste qui me semble être le plus sérieuse, et que cette piste n'a jamais pu être exploitée de façon approfondie, tout simplement parce que les enquêteurs, le procureur de la République et le juge d'instruction se sont focalisés sur la responsabilité potentielle de Madame Turquin au détriment d'un certain nombre d'éléments de recherche qui aujourd'hui ne sont pratiquement plus possibles. Encore une question, maître. Est-ce que selon vous, la disparition du fils de Jean-Louis Turquin et puis sa propre mort à lui, est-ce que ces deux affaires peuvent être liées? Non, je ne pense qu'il n'y a aucun lien, mais ce que je veux dénoncer aujourd'hui, ce soir, à travers votre émission, c'est qu'il est tout de même intolérable que l'on ait pu placer en détention Madame Turquin, qui a été pratiquement plus d'1 an dans un système où elle a été et en prison et sous bracelet électronique, et rendez-vous compte, au bout d'un non-lieu qui est rendu, alors qu'elle a été présentée à l'opinion publique comme celle qui avait tué son mari. C'est parfaitement inadmissible, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons déposé plainte contre l'ancien procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Monsieur Bonhomme, et que cette plainte est en cours actuellement. Nadine Turquin, dernière victime de l'affaire Turquin. Merci maître Olivier Maurice d'avoir été l'invité ce soir de l'heure du crime dans ce dossier. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard pour avoir préparé cette émission, à Marc Bisset pour l'avoir réalisée, et puis un immense merci à vous tous qui suivez l'heure du crime. Merci beaucoup pour votre fidélité.